La foudre est un phénomène extraordinaire. Elle peut se manifester de nombreuses façons aussi spectaculaires les unes que les autres. La plus spectaculaire est sans doute la foudre ascendante. Wow, c'était quoi ce truc de ouf? Mais comment de telles décharges peuvent se produire? Qu'est-ce qui en est à l'origine? Et comment les observer? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'un des spectacles de foudre les plus remarquables que j'ai eu la chance d'observer depuis mes débuts. Chasser l'orage est souvent un jeu difficile et parfois injuste. On se casse la tête sur des modèles de prévision qui sont tous en désaccord. On choisit une zone de chasse précise pour qu'au final les orages décident de prendre plus loin, à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Et une fois devant, on réalise que c'est pas extraordinaire. Mais parfois toutes les planètes s'alignent et le ciel nous offre le spectacle d'une vie. Le vendredi 13 juin 2025, des orages très sévères étaient en train de se déchaîner sur le nord du pays. La configuration était particulièrement instable et très volatile, donc on pouvait s'attendre à voir des choses rares. C'est dantesque ce qu'il y a ce soir. 2 jours plus tôt, le potentiel orageux de ce vendredi 13 était déjà bien cerné, et à notre grande surprise, les modèles de prévision semblaient être en accord. Oh, c'est ma Mathus de folie quoi. C'est anthologique. Et c'est que le début de la soirée en plus, hein. Tous les ingrédients étaient réunis pour avoir de l'orage, avec un O majuscule. Qu'est-ce qu'on chasse ce soir? Du ciel bleu? Du ciel bleu. Après on me dit que je me traîne, bravo hein. Tu sais quoi tes chemins de merde là? C'est par là-bas vous aussi? Ouais, c'est de la merde. T'as vu les Mamatus là gros? En fin de journée, notre équipe s'est placée dans l'Oise à une certaine distance des orages, pour profiter du spectacle. Comme d'habitude dans cette configuration, les orages isolés et de nature supercellulaire se sont rassemblés en un très large système orageux linéaire. Et comme d'habitude, ces gros systèmes sont souvent accompagnés de phénomènes spectaculaires. C'est abusé tous ces Mamatus qu'il y a, tout là. Mais laisse-moi le temps. T'as vu comment il gonfle sur là-bas? Ouais, avec un supplément insecte juste ici. Mais même au-dessus de tête, hein, les gars. L'ambiance elle est folle. Ouais. Regarde les Mamatus, ils commencent, les gars, ils commencent à ressortir là. Non. Faut qu'on bouge. Ça va en lâcher un là, d'une minute à l'autre, c'est sûr. Va falloir qu'on bouge bientôt. Hein. Est-ce qu'on va au même endroit tout à l'heure ou est-ce qu'on se quitte là? À mon avis ça va être compliqué de se suivre, non? Je sais pas. Bah, on voit ton point de vue là en tout cas parce que... Pas que je vais te le voler mais... C'est Comment on massif. fait pour envoyer sur Google Maps un point de vue? Commencez à remballer doucement. Terrifiant mec. Ouais. Mais pourtant, pour moi, la partie la plus importante de la chasse s'est déroulée après le coucher du soleil. Avec la faible luminosité, l'activité électrique devenait de plus en plus visible. Pas loin. Attends, je vais le Une fois que la pluie s'est calmée, on s'est placé au milieu des champs pour capturer la foudre. Mais les choses allaient rapidement devenir très bizarres. Attends, je vais mettre en mute très content. Oh là là. Je suis pas bien. Oh non, je suis pas bien. Ah non, non, ça, T'inquiète, t'inquiète, Ah non, ah non, celui-là mec il était super Là, je rare, sors, toi-même tu l'as dit. Je sors l'artillerie lourde. Là, franchement, c'était énorme. Je suis content, en mute très content d'imaginer. Pendant cette soirée inhabituelle, quelque chose d'étrange et de nouveau était en train de se produire au loin dans l'obscurité. J'avais beau me repasser en boucle toutes mes expériences passées, je n'avais aucun souvenir d'avoir vu un tel spectacle de foudre. J'étais intrigué, voire alarmé. Le prochain il va chier. Oui, bah. Mère Nature était en train de concocter quelque chose d'inédit. Et tout d'un coup, Yo! Putain, je l'ai en plein dedans je crois. Oh, c'est un truc de malade. un énorme éclair est propulsé du sol vers le nuage d'orage.
Veuillez m'excuser pour l'overdose d'excitation. Regardez, Putain, viens. Viens. Attends. J'ai la photo de l'année. Ouais, lampe torche. Oh, pardon. Regarde. Et vous savez ce qui est encore plus extraordinaire ? Attendez, les choses vont devenir encore plus étranges. Pendant cette soirée de malheur, quelque chose de rarissime s'est produit sur nos terres. Wow, c'était quoi ce truc de ouf? Jusqu'à 6 éclairs qui sortent du sol en même temps, pour se propager dans le nuage et à 2 reprises. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Regardez attentivement et vous verrez un indice. Et oui, les éoliennes y sont en partie pour quelque chose, mais en réalité c'est bien plus complexe que ça. Les éclairs ascendants n'apparaissent pas par magie, uniquement grâce aux éoliennes. On va étudier ce phénomène en détail et on va y aller pas à pas, car il y a beaucoup de choses à savoir. On va commencer par les bases. Comme on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, on sait que les orages peuvent parfois se rassembler en un seul et gros système, qu'on appelle système convectif de mésoéchelle, ou MCS en anglais. Ces systèmes sont souvent très vastes, très puissants, et ils peuvent recouvrir une région entière sans problème. Si les conditions de vent sont favorables, un MCS mature peut se constituer de 2 zones distinctes. La première, c'est la région convective. C'est le plus gros de l'orage, en gros. C'est là où on trouve les alimentations, les courants ascendants et descendants, l'électrification la plus forte et les pluies les plus intenses. L'autre zone, c'est la région de précipitation stratiforme. Pour faire simple, c'est une très large zone de pluie assez modérée mais continue qui accompagne les gros MCS arrivés à maturité et qui se développe en partie grâce aux enclumes du système qui s'élargissent. Elle porte le nom stratiforme car stratus en latin ça veut dire étaler, étendre, recouvrir, etc. C'est un peu comme le nuage stratus, c'est le même délire en fait. En général, les régions stratiformes se situent à l'avant, à l'arrière, sur le côté ou même autour des régions convectives, là où les enclumes s'étalent le plus souvent en fait. Bien, maintenant qu'on a vu ça, il faut comprendre comment se comportent les régions de charge au sein d'un MCS. On sait que les orages ont la capacité de séparer les charges positives et les charges négatives, ce qui a pour conséquence d'engendrer de puissants champs électriques qui donnent naissance à la foudre, lorsque les différences de charge entre 2 régions sont trop importantes. Dans un MCS, la grosse majorité des séparations de charges a lieu dans la zone convective, là où les frictions des molécules d'eau et de glace sont les plus importantes. Mais parfois, les particules chargées électriquement ne resteront pas toujours dans la zone convective. Comment est-ce possible ? Eh bien en fait, quand un MCS continue de se développer et de grandir, les charges vont suivre et vont aussi évoluer. Elles seront transportées un peu partout dans le système orageux grâce à la dynamique des vents. Et avec un peu de chance, si notre système possède une région stratiforme, les particules chargées vont pouvoir s'y incruster. On appelle ça l'advection. Mais parfois, en plus de l'advection, la région stratiforme peut éventuellement créer ses propres charges grâce aux précipitations qu'elle produit. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans la zone stratiforme, les particules chargées ne seront plus brassées intensément comme dans la zone convective, car les mouvements ascendants sont beaucoup plus faibles. De ce fait, les charges seront triées selon leur poids, leur masse et donc indirectement selon leur polarité, puis elles s'organiseront en couches stratifiées tout en perdant un peu d'altitude. En d'autres termes, les charges électriques ne restent pas toujours dans la région convective d'un MCS. Elles sont parfois transportées jusque dans la région stratiforme, ou générées là-bas directement, puis elles seront ensuite réorganisées en différentes couches horizontales qui peuvent s'étendre sur une très grande distance. Et vous savez quoi ? Les MCS qui s'organisent en systèmes linéaires très vastes, comme les QLCS, adorent générer ces régions de charge horizontales grâce à leur grande taille.
Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Une fois que notre MCS possède des régions de charge horizontales qui s'étendent sur une très grande distance, la foudre adopte un comportement unique et très étrange. Ces régions de charge horizontale vont servir de conduit et permettre à la foudre de se déplacer horizontalement sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. On peut presque comparer ça à un chemin de fer en fait. Les régions de charge sont les rails et la foudre est le train. Regardez cet éclair qui cherche son chemin dans la région stratiforme d'un MCS en mai 2024. Ce type de foudre est tellement spécial qu'il a son propre nom. Il en a plusieurs même. On a la foudre horizontale, ou foudre étendue horizontalement mais c'est plus long. C'est le nom de base pour cet éclair en gros. Mais parfois, la décharge de foudre propulse des traceurs visibles qui partent dans tous les sens, comme une gigantesque toile d'araignée lumineuse au-dessus de nos têtes. On l'appelle aussi foudre qui rampe sous l'enclume, mais comme on n'a pas de nom exact en français, on va juste dire Anvil Crawler. Au tout départ, ces éclairs sont comme presque tous les autres. Ils naissent au sein de l'orage, mais au lieu de se dissiper ou de frapper le sol, ils vont suivre les régions de charge horizontale tant qu'elles existent. On dirait presque que ces éclairs sont curieux et qu'ils explorent l'orage de manière hésitante. Ces décharges sont parmi les plus impressionnantes, car elles ont un déplacement très aléatoire et sont très lumineuses et moins rapides que les autres éclairs. Mais pourquoi d'ailleurs ? Eh bien tout simplement car les traceurs que nous voyons sont de polarité positive. Et les études récentes montrent que les traceurs positifs sont souvent moins rapides et plus lumineux que les traceurs négatifs. Quand une décharge de foudre horizontale se produit, on voit d'abord les traceurs négatifs qui naviguent dans la région de charge positive, au niveau du point de fusion. Et on voit ensuite les traceurs positifs, plus lents, qui naviguent sur la région de charge négative qui est à cheval sur la base de l'orage. Ces décharges sont assez rares à observer car la plupart du temps il y a des nuages de basse altitude assez moches qui bloquent la vue. Mais alors c'est quoi le rapport avec ces éclairs et la foudre ascendante et les éoliennes ? Attendez, j'y arrive. Parfois, les traceurs positifs d'un éclair Spider peuvent finir en coup de foudre au sol. On appelle ces éclairs les coups de foudre horizontaux, ou coups de foudre à extension horizontale, ou HEGF en anglais. Ces éclairs très rares sont surpuissants et sont presque toujours de polarité positive. Lorsqu'un coup de foudre à extension horizontale qui a un déficit en électrons frappe le sol, il va entre guillemets aspirer la grosse majorité des électrons présents dans le sol, qui vont alors remonter le long du canal jusque dans l'orage. Il n'y aura plus qu'une grosse majorité de charges positives dans le sol, alors le sol gagnera une charge positive importante au moment de l'impact. Mais cette charge négative qui est transférée du sol vers l'orage ne disparaît pas comme par magie, elle existe toujours. Dans le cas des coups de foudre positifs horizontaux, le transfert de charge entre le sol et l'orage est tellement puissant qu'il peut temporairement modifier le champ électrique entre le sol et l'orage. La charge négative transférée du sol vers l'orage peut provoquer un autre éclair, ou plutôt une extension horizontale des traceurs négatifs, comme un effet domino. C'est comme un coup de boost qui permet aux traceurs négatifs de circuler à nouveau dans les régions de charge. Et si ces traceurs circulent au-dessus d'une zone au sol où la charge positive est importante, ça va créer un nouveau champ électrique très puissant. Je ne vous apprends rien, en électricité les opposés s'attirent. Les charges positives sont attirées par les charges négatives et vice-versa. Un éclair positif très lumineux va donc sortir du sol pour essayer de rejoindre les traceurs négatifs dans le nuage et neutraliser le surplus d'électrons dans l'orage. Et c'est donc comme ça qu'on peut observer les éclairs ascendants.
Mais attention, il y a quand même un dernier point important, et ça concerne donc ces fichues éoliennes. Ces structures métalliques très hautes sont sujettes à ce qu'on appelle l'effet de pointe. Ça veut dire que l'accumulation des charges électriques est plus importante au sommet de ces structures, donc le champ électrique associé est amplifié. L'air sera rapidement ionisé et rendu conducteur, et je rappelle que l'air est un isolant de base. Donc, comme l'air est facilement conducteur au sommet des éoliennes ou des autres tours métalliques, la foudre peut s'y produire plus facilement. Ça veut dire que si on devait voir un éclair ascendant ou sol nuage à un point précis, ça serait dans 95% des cas au sommet de ces structures. Mais attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a involontairement créé un nouveau type d'éclair avec nos installations métalliques ? Eh bien oui et non, car on peut observer ce genre d'éclair partir du sol directement sur un point surélevé, comme une montagne ou au sommet d'un arbre, mais ces occurrences sont beaucoup plus rares. Les installations humaines ont seulement augmenté leur fréquence et les rendent plus faciles à se déclencher. La foudre ascendante est dans la majorité des cas provoquée par un impact au sol positif très puissant, qui est lui-même provoqué par un éclair spider au sein des gros MCS linéaires. Cependant, il est possible que des éclairs ascendants se forment sans coup de foudre par an, mais là aussi c'est beaucoup plus rare et ça se produit surtout en hiver, quand les orages et leurs champs électriques sont beaucoup plus proches du sol. Les éclairs ascendants sont très souvent de polarité positive, mais des spécimens de polarité négative ont aussi été observés. Donc, pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour avoir les meilleures chances de voir des éclairs ascendants se former, il faut idéalement se placer dans la région stratiforme d'un gros MCS, idéalement un MCS linéaire, donc un QLCS. Il faut aussi se placer près de tours radio ou d'éoliennes, et après on laisse la chance faire le reste, y a pas de secret, c'est ça. Capturer des éclairs ascendants demande des connaissances pointues sur le fonctionnement de la foudre au sein des gros systèmes convectifs. Et même lorsqu'on a ces connaissances, ça reste extrêmement difficile d'en voir car les conditions d'observation sont très spéciales et rarement réunies. C'est la chance qui fait presque tout en fait. Il suffit d'être au bon endroit au bon moment et après on croise les doigts. Dans 90% des cas, les tentatives seront couronnées d'un échec cuisant, soit car le système orageux n'est pas assez puissant ou pas assez développé, soit car il pleut trop dans la région stratiforme, et là c'est la tuile pour le confort, ou soit car de vicieux nuages bas bloquent la vue. Mais dans de très rares occasions, toutes les conditions seront réunies pour profiter du spectacle, et vous vous en souviendrez toute votre vie. Et c'est ce qui s'est passé ce vendredi 13. J'aurais dû jouer au loto ce jour. Ce soir-là, on avait plusieurs façons d'immortaliser la foudre ascendante. Avec ma caméra, je filmais en pleine résolution pour avoir des images d'excellente qualité, mais j'avais un framerate assez limité. De ce fait, tous les mouvements des éclairs n'étaient pas forcément capturés par la caméra. On avait du mal à croire que cet éclair sortait du sol. Même en avançant image par image, on peut croire que c'est un impact au sol. En revanche, sur la caméra d'Anthony, qui filmait en 1080p grand angle mais avec un framerate élevé, c'est tout de suite plus évident. Et enfin, le boîtier de Noah en pose longue faisait des photos de très haute qualité. Regardez les dizaines et les dizaines de ramifications qui partent dans tous les sens. C'est fascinant, n'est-ce pas? À un moment, on m'entend dire que tout ça ressemble à une vidéo de Pecos Inc. On dirait une vidéo de Pecos Inc. Je suis évidemment un grand fan de son contenu, et je n'ai pas peur de dire qu'il m'inspire. Lui aussi a eu la chance de capturer la foudre ascendante de très près et en plein cadre, et je me souviens qu'en regardant sa vidéo, j'étais bouche bée. Et ce soir-là, j'avais l'impression de revoir sa vidéo, mais en vrai cette fois-ci, en grandeur nature. Et c'était exactement la même chose, au détail près. Encore aujourd'hui, même après avoir vu ces images des dizaines de fois, j'en reviens toujours pas d'avoir vécu un tel événement. Je pense que vous avez du mal à réaliser la rareté de ces images, parce que même moi je m'en rends pas compte. Capturer un éclair ascendant assez proche et sans trop de pluie, c'est probablement un point fort d'une saison. Mais en capturer plusieurs d'un coup à plusieurs reprises, ça vaut au moins une place dans le top 5 des meilleurs moments pour les 5 prochaines années. C'est juste extraordinaire en fait. On a capturé l'éclair le plus rare du monde, et cette soirée à elle seule fait que 2025 était pour moi une bonne année, une très bonne année même. Je ne sais même pas si j'aurai la chance de revoir ça en France un jour, donc je peux être que reconnaissant envers le ciel pour m'avoir autorisé à vivre et capturer cet instant. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était important pour moi de revenir sur ce point marquant du documentaire, et j'espère que les explications n'étaient pas trop difficiles à comprendre. C'est quand même très technique et j'ai fait de mon mieux pour vulgariser et pour rendre ça le plus compréhensible possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je lirai vos retours avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine,
et je vous souhaite une bonne chasse s'il y a de l'orage d'ici là. Allez, à bientôt!